Au nom du comité de négociation, je tiens à vous présenter mes excuses pour lundi. Il y a eu du débordement de notre part également, puis écoutez, ça n'aurait pas dû se produire. Donc, je suis convaincu que ce soir, tout va bien se passer. On a un président d'Assemblée qui va s'en assurer. Alors, vous avez toutes nos excuses de la part du comité de négociation. Maintenant, en partant, je vais passer la parole à mon confrère Olivier qui va faire l'introduction. Par la suite, je vais vous glisser un petit mot et par la suite, ce sera Patrice à côté de moi qui va vous livrer l'ensemble de l'entente tripartite que nous vous recommandons. Notre objectif ce soir, comme ça l'était lundi, c'est de vous expliquer la teneur de l'entente de principe qu'on a eue pour que vous compreniez très bien où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe, puis qu'après ça, vous puissiez faire votre vote là, en toute connaissance de cause. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Olivier. Merci Charles. Bonsoir tout le monde. Content de vous voir. Pareillement, je vous transmets mes excuses. C'est vrai que j'ai perdu patience à la dernière rencontre. Et puis, on va s'assurer de garder notre calme tout le monde ce soir. Écoutez, je voulais prendre un peu de temps. D'abord, je me présente parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui... on s'est vu pas mal lundi en assemblée, mais il y a des gens qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Olivier Carrière. Je suis directeur adjoint pour Unifor Québec. Je suis en charge du dossier des télécoms pour la région du Québec. Et comme dans tous nos dossiers, on est là pour appuyer les comités de négociation, pour appuyer les représentants nationaux dans leurs dossiers. Et puis, dans les derniers milles de la négociation puis de la conciliation, le comité de négo a soulevé l'élément qu'il voulait que le national vienne donner un coup de main, puis on a fait un travail d'équipe pour arriver où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Puis moi, je suis un employé de Bell également, je viens de l'unité bureau. Je n'ai jamais travaillé avec BST directement, j'ai toujours travaillé un peu à distance. Mais nos spécialistes du terrain, c'est vous, mais c'est surtout votre comité de négociation que vous avez élu. C'est eux qui sont les gens qui maîtrisent votre milieu de travail. Alors, on met nos efforts en commun pour arriver à un résultat. Écoutez, je voulais quand même vous donner 2-3 éléments en fait, pas des pistes de réflexion, mais des éléments d'information qui sont importants. Dans la loi canadienne du travail, il y a un élément qui présentement nous tire d'impact, c'est la notion des services essentiels en cas de conflit. Et là, il faut faire attention de ne pas tomber dans la notion de services essentiels dans la période COVID, parce que c'est pas la même affaire. Dans la période COVID, c'était les services essentiels pour l'économie, mais dans le Code canadien du travail, les services essentiels, ça représente des emplois ou des tâches qui, si elles ne sont pas exécutées, représente un danger imminent ou immédiat pour la santé et la sécurité de la population. Je vous donne un exemple. Le service 911, c'est quelque chose qui pourrait être considéré essentiel. Mais en cas de conflit, ça serait les boss qui l'occuperaient, le service 911, dans le sens que chez Unifor, on a toujours eu la même opinion depuis plusieurs années. On a même une décision du CCRI qui date de 2005 qui clarifie, qui indique qu'il n'y a aucun travailleur essentiel en télécom. Parce que l'employeur, en cas de conflit, est capable d'assurer le minimum du roulement pour les quelques postes qui sont vraiment considérés essentiels pour la survie des gens. Ça fait des années qu'on a des ententes avec l'employeur qui dit, grosso modo, ceci, c'est que s'il y a un cas de conflit puis arriverait une catastrophe, exemple, comme l'ouragan Fiona qui est arrivé là, chez nos voisins de l'Atlantique, et qu'il faut qu'on dépêche des gens sur le terrain pour aller régler un problème, on va s'entendre puis on va le faire. Donc, on ne va pas avoir, mettons, des centaines de travailleurs qui sont empêchés d'aller sur la ligne de pitage. On va plutôt, en cas de besoin, on va envoyer des équipes sur le terrain faire la job. Puis quand le problème est réparé, les gens reviennent en conflit. Ce qui fait que notre rapport de force demeure toujours le même. Il faut savoir que cette année, la position de BST, c'est qu'eux autres, ils considèrent qu'à peu près 940 travailleurs de l'unité sont jugés essentiels. L'employeur, ce qu'il soulève comme argument, c'est que c'est en période COVID. Fait que là, on est en train d'essayer de donner une autre interprétation à la loi. Et entre vous et nous, aujourd'hui, on est quelque chose comme 1810, 1820 membres dans l'unité. Ça représente 50% du monde qui serait forcé de rester au travail. Alors, imaginez-vous que si on allait en conflit avec une entente comme BST peut l'avoir, on aurait 50% des gens qui travailleraient et ils feraient un job pendant qu'on est en conflit. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'impact pour le salarié. Fait que nous, on a, comme dans toutes les autres ententes qu'on a eues avec Bell Alliant, qu'on a eues avec Bell Technicien, qu'on a eues avec Bureau, toutes les autres unités de Bell,
Ben, c'est qu'il n'y a aucun travailleur qui est essentiel, à l'exception de si il arrive un pépin dans une situation précise. Maintenant, les services essentiels, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avant. On peut commencer avant les négos, mais pas beaucoup. Parce que vous savez, ce qui vient déclencher le mécanisme des services essentiels, c'est l'avis de négo. Et l'avis de négo, on ne peut pas l'envoyer. Enfin, il faut l'envoyer dans les 120 jours précédant l'expiration de la convention collective. Et là, le problème qu'on a, c'est que le CCRI, qui est l'équivalent du tribunal du travail au Canada, il est embourbé là, puis il ne fournit pas. En fait, la moyenne des 5 à 7 dernières années, là, toutes les fois qu'il y a eu des enjeux de services essentiels, la moyenne pour régler la question, c'est 12 à 14 mois. Le plus vite, ça a été 10 mois, puis le plus long, ça a été quelque chose comme 18 ou 20 mois. Fait qu'on ne peut pas espérer avoir un résultat efficace avec le CCRI. Soit dit en passant, on a fait le dépôt au CCRI suite à l'avis de négo. Ça, c'était au mois de mars-avril. On a signifié à l'employeur et au CCRI qu'on n'était pas intéressé à avoir un processus de médiation, parce que ça prolonge davantage. Puis on a même demandé à avoir un processus accéléré pour passer devant le tribunal. Et puis entre vous et nous, on s'imagine qu'on va avoir des nouvelles à quelque part d'ici l'été 2023. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment long. C'est quelque chose qui est complètement inacceptable parce que les employeurs utilisent la notion des services essentiels pour nous empêcher de faire la grève. Ça les empêche aussi de faire le lock-out, mais on s'entend que dans le cas ici, je suis surpris que BST veuille vous mettre en lock-out. Fait que la bonne nouvelle, s'il en est une, c'est que il y a quelques semaines, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il ouvrait une consultation pour implanter une loi anti-SCAB au fédéral, puis aussi pour revoir le mécanisme des services essentiels. Olivier, excuse-moi, il faut que je t'interrompe. Ouais. Faut que je donne tout de suite, il faut que j'avertisse 2 personnes. Là. Il y a quelqu'un qui doit changer son nom. Là. Il y a Fuck you comme t'es pauvre. Je vais te demander s'il te plaît, ton avertissement de changer ton nom. Sinon, il faudra que je procède. C'est que l'avertissement, fuck you comme t'es pauvre, s'il te plaît. Étienne Rouleau, ta photo de profil, s'il te plaît, aussi la changer. Olivier. Merci. C'est bon, Mathieu? Oui, merci. Étienne, il a changé sa photo. Là. Excellent, merci. Merci. Parfait, merci. Fait que, bref, je disais qu'il y avait une consultation publique, puis que force est de constater qu'à quelque part dans l'année 2023, il va y avoir l'implantation d'une loi anti-SCAB et puis une nouvelle façon de faire les services essentiels. Loi anti-SCAB, je vais rapidement, en fait, c'est une loi qui empêche les travailleurs de remplacement. On a une loi comme ça au Québec, mais il n'y en a pas partout dans toutes les provinces, puis il n'y en a surtout pas au fédéral. Fait que c'est une loi qui vient empêcher le recours aux travailleurs de remplacement en cas de grève. Fait qu'on mise, pas qu'on mise, mais présentement, on n'en a pas. On n'en a jamais eu au fédéral de loi anti-SCAB, fait que c'est pas comme si c'était nouveau. Sauf que la loi anti-SCAB, vu qu'il n'en existe pas, ça veut dire qu'il est tout à fait légal pour un employeur d'aller embaucher d'autres travailleurs pour faire notre job pendant qu'on est en conflit. Mais là, on s'entend qu'on n'est pas à l'aube d'un conflit. On ne peut pas aller en grève demain matin, là, justement parce que la maudite question des services essentiels n'est toujours pas réglée. Alors, on n'est pas en train de vous dire qu'on s'en va en grève puis qu'on va se faire mettre en lock-out. Au contraire, je pense qu'à la limite, on aimerait ça être capable d'exercer notre rapport de force pour que l'employeur comprenne à quel point vous êtes sérieux. Fait qu'on n'est pas dans cette situation-là. Fait que ça résume la portion des services essentiels. C'est là où on est rendu. On avait communiqué avec vous de manière écrite, mais disons que ça ne s'explique pas bien dans un one-pager. T'sais. Autre élément qui est important, puis là, le but, c'est de vous donner le contexte de la négociation. En fait, je ne peux pas vous résumer les 4-5 mois de négociation en 15 minutes, mais il y a quand même eu un point tournant qui s'est passé dans les dernières semaines. Et puis, c'est pas nécessairement de mauvaise nouvelle, mais le point tournant est ceci, c'est que l'employeur nous a avisé qu'il avait un plan d'embauche pour le Québec. On parle d'à peu près 500 personnes pour 2023, à peu près 450 personnes pour 2024. Puis là, ça se peut qu'on les croit comme ça se peut qu'on les croit pas. Mais c'est ce qu'ils nous ont annoncé. Fait que l'employeur nous dit, écoute, nous autres, on va embaucher du monde parce que le volume de travail va grimper. On va élargir aussi des nouvelles opportunités d'aller faire du travail dans d'autres territoires et ainsi de suite. Fait que bref, le discours de l'employeur, soit dit en passant, on n'est pas dans une situation où on gère la décroissance. On n'est pas dans une situation où il faut qu'on avale des concessions majeures ou des pertes ou quoi que ce soit. C'est plutôt l'inverse. C'est le boss qui dit, écoute, moi, dans les 2 prochaines années, je vais en embaucher 950. Fait qu'aujourd'hui, on est à peu près 1800.
Un potentiel qu'on devienne quelque chose comme 2700, 2800 d'ici les 2 prochaines années. Mais embaucher 500 personnes, ça ne se fait pas en 2 semaines. Ça ne se fait pas en une journée non plus. Ça prend un mécanisme en place. Il faut qu'ils mettent le département de dotation en place avec les ressources humaines. Là, vous savez comment ça marche. Les affichages de postes, les gens qui appliquent, les entrevues, les formations et ainsi de suite. Fait que c'est un mécanisme qui est long. Et puis les embauches vont commencer dès janvier. Probablement pas le 6, mais peut-être plus vers la fin janvier pour que le monde arrive en formation dès le mois de février. Et puis l'employeur, pour arriver dans ce time frame-là, ben, il faut qu'il mette son plan d'embauche en marche dès le mois de décembre. Ça explique pourquoi on vient vous voir, pourquoi on vous fait 2 rencontres en assemblée virtuelle. C'est quand on fait une tournée de ratification de manière, mettons, je dirais classique, bien, ça prend un minimum de 2 semaines pour faire le tour du Québec. Et puis là, ben, on n'a pas le temps d'avoir ces 2 semaines-là parce que l'intérêt, c'est d'aller chercher justement ces embauches-là au sein de BST. Parce que vous savez, depuis le rejet de la convention collective, l'employeur, il nous parlait tout le temps, tu sais, les employeurs nous disent tout le temps qu'il y a un plan de contingence, il y a un plan de contingence si c'est rejeté. Ben là, ils l'ont mis en place, le plan de contingence. Ils ont un contrat avec la firme Aecon pour 230 techniciens pour une durée de 3 ans, mais renouvelable à chaque 12 mois. OK? Fait que là, sur les 230 techniciens, il y en a à peu près 160, 170 qui sont sur nos outils, avec nos trucks, qui font nos jobs. Et puis là, dans un contexte où on n'a pas d'entente de principe, où on n'a pas de règlement, mais l'employeur, les 500 personnes puis les 450, c'est chez Aecon qui va les embaucher. Et puis là, le scénario est le suivant. Là. 230 plus 950, on parle d'à peu près de 1200 techniciens. Il faut savoir qu'on a un autre élément qui fait partie de notre contrat de travail avec Bell puis BST, c'est qu'on a une entente tripartite qui garantit que 100% du volume de travail va être donné, de Bell, va être donné à BST. Mais cette entente tripartite-là, elle vient à échéance 6 mois avant l'échéance de la convention collective, ce qui veut dire que présentement, on n'en a pas de tripartite. Fait que Bell, il viole absolument rien quand il donne la job à Aecon à coût de 230 personnes. Puis le constat, puis la réflexion que le comité de négo a faite, c'est de se dire, écoute, aujourd'hui, on en a 230, ça nous fait déjà un problème. Et si en 2026, aux prochaines négociations, on se retrouve potentiellement, puis là je dis bien potentiellement, hein, c'est pas absolu ce que je vous dis là, comme je vous dis, on peut les croire, pas les croire, mais potentiellement, on pourrait se retrouver en 2026 aux prochaines négos avec quelque chose comme 1400-1500 gars dans l'unité de BST, puis un 1200-1300 gars du côté des Aecon qui font 50% de notre job. Fait que là, je vous ramène à l'aberration des services essentiels où présentement, ils nous disent nous autres, on estime que 940 gars sont essentiels, puis nous autres, on ne veut pas parce que faire une grève ou un conflit de travail avec 50% du monde qui travaille, ça ne marche pas. Le boss, il va s'en sortir, puis le conflit va être long en maudit. Fait que ça vient directement affecter notre rapport de force. Mais d'avoir 1200 gars chez Aecon qui font notre job, ben ça aussi, ça vient affecter notre rapport de force. Mais en plus, ça va l'affecter à moyen long terme. Ça ne sera pas juste une affaire de 12 mois, là. Ça va être permanent, cette patente-là. Puis avant qu'on puisse renégocier l'élimination ou le gain de retour à 100%, bien, ça peut prendre plusieurs années. Dans le contexte aussi actuel, c'est que l'employeur, depuis le début, il nous a clairement dit qu'il ne rajouterait pas une scène de plus dans le deal. Pas d'argent. C'est pas tout à fait ce qui est arrivé, mais on va vous expliquer ce qui est arrivé tantôt. Mais grosso modo, le comité de négo a travaillé pour aller améliorer des enjeux puis des problèmes qu'on avait au niveau normatif. On est allé chercher des reclassements supplémentaires pour des travailleurs. On sait qu'au niveau de vos statuts, ça touche directement à vos horaires et votre qualité de vie. Fait qu'on est allé chercher plusieurs améliorations là-dessus. La concession qu'on avait, on est venu diminuer son impact. Ça, c'était le TGP, la capacité de prendre du TGP quand on est cédulé à la fin de semaine. On est venu rééquilibrer le pourcentage. Puis sur le monétaire, bien, on est allé chercher quelque chose qui représente ce qu'on appelle la rémunération. Là. Dans la rémunération, il n'y a pas juste le salaire. Il y a aussi vos avantages sociaux, les vacances, tout ça. Et bien, on est allé chercher quelque chose qui permet d'avoir, selon nous, c'est une amélioration au niveau de la rémunération globale. Fait que je voulais juste vous donner le contexte parce que c'est important de l'avoir. Ce qui est difficile pour nous autres quand on sort de négo, c'est d'essayer de vous remettre dans la même position que le comité a évolué pendant plusieurs années, mais c'est important que vous compreniez la notion des services essentiels, la notion que
le rapport de force serait affecté. Puis là, je vous le dis d'entrée de jeu, c'est lundi, pendant l'Assemblée, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'on menaçait les gens, puis qu'on brandissait une menace, puis que l'important ici, c'est pas tellement de menace. En fait, c'est pas une menace, c'est qu'on vous informe de tous les aspects, de toute l'information qu'on détient, pour que vous puissiez prendre une décision éclairée en fonction de vos besoins. Nous, notre recommandation, c'est de l'accepter dans le contexte actuel. Comme je vous le mentionnais tout à l'heure, vous avez donné un mandat de grève à 81% la dernière fois, mais on ne peut pas l'exercer, ce mandat de grève-là. C'est quand même, je le disais lundi, quand même qu'on sortirait avec un mandat de grève à 110%. Il ne vaut rien. Puis au fédéral, un mandat de grève, c'est valide pendant seulement que 60 jours. Fait que le système fédéral, contrairement aux lois du Québec, il est fait pour pas qu'il y ait de conflit. Il est fait pour décourager tout le monde puis faciliter ou favoriser la conciliation. Mais c'est un peu un bordel quand on veut mettre de la pression. Mais présentement, on l'a pas, ce rapport-là. On ne peut pas mettre de la pression à ce niveau-là sur le boss. Puis si on attend d'avoir si on attend le résultat des services essentiels, bien, pendant ce temps-là, l'employeur va embaucher d'autres sous-traitants. Et encore là, notre rapport de force va s'amenuiser parce qu'il va y avoir d'autres mondes que nous autres pour faire notre job. Fait que c'est dans cette réflexion-là qu'on arrive aujourd'hui avec des améliorations. On est tout à fait conscient qu'au niveau salarial, je parle des augmentations de salaire, on n'a pas quelque chose qui rencontre vos intérêts, mais que dans l'enveloppe globale, dans les circonstances, bien, on sécurise le rapport de force pour les prochaines années, sachant qu'il va s'en venir une loi anti-SCAB, sachant aussi qu'il va y avoir des dispositions différentes pour régler les services essentiels. Fait que grosso modo, c'est l'état d'esprit dans lequel on était. Et puis là, bien, ce soir, on va vous expliquer tout ça. Et puis, vous allez être invité à voter d'ici